Bon matin à vous tous. Merci d'être là ce matin en grand nombre pour un tour un vendredi matin. Pour la petite histoire, cette conférence est probablement l'une des dernières conférences dans cette salle, car nous allons débuter bientôt une rénovation totale de nos espaces et un aperçu du croquis m'indique que nos salles seront beaucoup plus fonctionnelles pour mieux vous recevoir. Mon nom est Robert Dorion, je suis associé en droit des affaires au bureau de Montréal et responsable des relations avec notre bureau de Paris. À ce titre, je suis particulièrement heureux d'accueillir Danoé Redé-Girard, associé de notre bureau de Paris, venu spécialement pour cette conférence qu'il animera aux côtés de Naïm Antaki, associé à Montréal et chef de notre groupe de technologie. Pour votre information, notre bureau de Paris compte environ 50 avocats qui œuvrent dans à peu près tous les domaines du droit relié au droit des affaires, au droit de l'entreprise, au droit social en Europe, notre droit de l'emploi et du travail ici, à la fiscalité, au financement et à l'immobilier. Je suis convaincu que je vous laisse entre de très bonnes mains pour évoquer ce matin le nouveau règlement général de protection des données en Europe, autrement appelé RGPD, ne pas confondre avec notre RDPRM, qui entre en fonction dans 2 mois et qui crée un cadre renforcé et harmonisé de protection des données. Toutes les entreprises qui traitent les données personnelles de citoyens européens sont concernées par ce règlement et doivent s'y conformer. Danoé et Naïm vous donneront toutes les informations clés pour y parvenir. Bonne conférence à tous. Et je vais me défiler de façon à vous permettre d'avoir un meilleur accès à l'écran. Merci beaucoup Robert. Bonjour tout le monde. Merci à beaucoup d'entre vous qui venez régulièrement à nos conférences et merci aussi à celles et ceux qui sont ici pour la première fois. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'êtes pas, disons, habitués à ce type de conférence, on apprécie beaucoup vos questions, vos interventions pendant les conférences. Le but de ces conférences, c'est vraiment de démystifier. On a tous des questions et puis en fait, mon rôle dans le cadre de cette conférence va être de poser plusieurs questions, ce que j'appelle les questions stupides que j'ai souvent à Danoé. On a beaucoup de chance d'avoir Danoé avec nous aujourd'hui, qui est un véritable expert dans le domaine. Je sais aussi qu'on a une grande variété de personnes dans la salle aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, ça va être un survol. C'est un sujet qui est complexe, mais qu'on va essayer vraiment de démystifier avec un mode d'emploi à la fin pour un peu faire un rappel de tout ça. Mais si vous avez des questions particulières, soit par rapport à, par exemple, vous êtes dans les médias ou bien vous êtes parmi des institutions financières, ou encore vous êtes la seule personne dans votre entreprise qui s'occupe de la vie privée, ou d'un autre côté, vous faites peut-être partie d'un grand ensemble d'avocates et d'avocats dans votre entreprise. Vous avez toutes et tous des questions particulières. On va bien apprécier ces questions-là. Alors, je vais laisser la place à Danoé pour la suite des choses. Bonjour à tous, merci d'être venus. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le nouveau règlement européen de l'Union européenne sur le sujet de la protection des données personnelles. Je vais vous faire un aperçu rapide de ce dont on va parler dans la prochaine heure. Donc, tout d'abord, on va parler du cadre légal. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est qu'un règlement européen par rapport à une directive européenne. Un règlement, globalement, est d'application immédiate, tandis qu'une directive enjoint les États membres de l'Union européenne à transposer la directive dans leur législation. On va parler des enjeux, quels sont les objectifs du RGPD, protéger les personnes, mais également favoriser la libre circulation des données. Les sanctions, vous en avez entendu beaucoup parler, on parle de jusqu'à 20 millions d'euros de sanctions ou 4% du chiffre d'affaires. Il y a également des sanctions pénales, puisque ça, ce sont les sanctions administratives, et une entreprise qui ne se conformerait pas au règlement et dont la faute entraînerait un préjudice pourrait également voir sa responsabilité civile engagée. La deuxième section, on va parler du champ d'application matériel, champ d'application territorial. Donc, par matériel, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une notion de données à caractère personnel ou données personnelles pour être plus court, de traitement, qu'est-ce que c'est qu'un responsable de traitement, controller en anglais, ou sous-traitant
processor en anglais. Sur le champ d'application territorial, alors, il y a deux facettes au champ d'application territorial. Premièrement, ça s'applique à toutes les entreprises qui ont un établissement dans l'Union européenne. Donc, un établissement, c'est globalement une filiale ou une succursale. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a également un champ au niveau extraterritorial. C'est un règlement qui s'applique également aux entreprises qui n'ont pas d'établissement dans l'Union européenne, mais qui visent le marché européen. Donc, qui offrent leurs biens et services à des personnes situées dans l'Union européenne, ou encore qui suivent le comportement de personnes situées dans l'Union européenne. On va revenir sur ces notions-là dans le champ d'application territorial, parce que c'est vrai que du coup, ça s'applique à des entreprises canadiennes qui n'auraient pas de présence en Europe, mais qui s'adresseraient au marché européen. Enfin, la troisième section, on va parler des nouveaux droits, enfin des droits des personnes concernées. Les personnes concernées, c'est une notion qui veut dire globalement les personnes physiques dont les informations personnelles sont traitées. On va parler des anciens droits, puisque en fait, depuis 1995, on a une directive européenne qui enjoignait chacun des États membres à avoir une législation. Donc, il y a déjà des droits qui existent déjà et qui sont juste repris ou avec quelques précisions dans le nouveau règlement. On va parler aussi des nouveaux droits, les droits consacrés, donc les nouveaux droits à l'oubli, à la notification de violation. On y viendra. La quatrième partie porte sur les obligations des responsables de traitement. Alors, on va d'abord faire un rappel des conditions que doivent remplir un traitement pour être valable. Il y a 6 principes qui étaient là auparavant et qui sont toujours là, mais qu'il faut bien maîtriser. Il y a un des 6 principes, c'est celui de la licéité, c'est-à-dire que chaque traitement doit avoir un fondement légal valable. Alors, je sais qu'au Canada, souvent on parle du consentement. Nous, le consentement, c'est un des fondements légaux possibles, mais en réalité, c'est celui sur lequel on veut moins se baser, puisque le consentement est toujours révocable, il doit être précis, on va revenir sur les conditions du consentement. Et donc, habituellement, on va plutôt se fonder sur l'exécution du contrat ou l'exécution d'une obligation légale, ou encore les intérêts légitimes de l'entreprise, notamment pour la prospection. Donc, on va revenir sur ces différents fondements qui sont disponibles et lesquels sont applicables dans chaque cas. On va parler de nouveau 7e principe, qui est celui de la responsabilité ou accountability, et qui enjoint les entreprises, et ça c'est une nouveauté du RGPD, c'est les entreprises doivent mettre en place en interne les processus nécessaires pour s'assurer du respect du règlement. Alors qu'auparavant, les entreprises devaient faire une déclaration, demander une autorisation auprès d'une autorité. Dorénavant, elles doivent s'assurer d'avoir les process, d'avoir un registre et de tout faire, et elles peuvent être contrôlées a posteriori par l'autorité plutôt qu'un contrôle a priori avec une demande d'autorisation, une déclaration. Donc, on va parler privacy by design and default, c'est essentiellement cette notion que dès qu'on conçoit un nouveau traitement, il faut d'ores et déjà intégrer la protection des données dans le traitement, la tenue d'un registre des traitements, obligations nouvelles, conduite d'analyse d'impact, c'est également nouveau, désignation d'un délégué à la protection des données, ou en anglais DPO, Data Protection Officer, dans certains cas, les contrats avec les sous-traitants. Alors, même si vous considérez que la RGPD ne s'applique pas à vous puisque vous n'avez ni établissement en Europe et vous ne vous adressez pas à un marché de consommateurs en Europe, vous pouvez être amené en tant qu'entreprise canadienne à être sous-traitant d'une entreprise, alors sous-traitant au sens du règlement, on y reviendra parce que c'est pas en droit civil, ça n'a pas la même, enfin du moins en France, ça n'a pas la même notion, pas la même signification. Vous pouvez être amené à être sous-traitant d'une entreprise européenne et dans ce cadre, vouloir vous conformer, être capable de dire à l'entreprise européenne, voilà, nous on peut, vous pouvez vous retenir nos services, on est capable de se conformer de vous aider à vous conformer à vos obligations au titre du nouveau règlement. On va voir les contrats avec responsables, entre responsables conjoints.
les contrats avec les destinataires hors EEE, c'est Espace économique européen. Donc, c'est un peu plus large que l'Union européenne. Ça inclut 3 autres pays, voilà, Liechtenstein, Norvège et l'autre m'échappe. Et enfin, la mise en œuvre du nouveau règlement avec un plan d'action en plusieurs étapes, voilà, une liste. Et comme vous le voyez, c'est un sujet qui est assez complexe. On va avoir 1 heure, 1 heure et demie pour le faire. On pourrait en parler pendant une demi-journée facilement. La présentation, le support visuel vous donne plus d'informations et on va partager cette présentation visuelle après la présentation. Donc, sentez-vous bien à l'aise disons, vous n'aurez pas nécessairement besoin de prendre beaucoup de notes. Et aussi, ça va donner la flexibilité à Danoé de se concentrer sur certains points plus névralgiques et peut-être certains aspects, on va laisser pour les questions si vous avez des questions plus particulièrement par rapport à tout ça. Voilà. Donc, premier point, le cadre légal. Donc, c'est un règlement qui a été passé en 2016 au niveau européen et qui s'appliquera à compter du 25 mai 2018. Alors, dans l'ordre législatif européen, il y a globalement des directives ou des règlements. Et après, il y a des règlements délégués. Il n'y a pas de loi. Il y a la différence entre une directive et un règlement. Comme je l'ai dit, une directive, il faut la transposer. Le règlement, il s'applique à tout le monde, enfin, tout le monde dans l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne. Tandis que les pays de l'espace économique européen, Norvège, Islande et Liechtenstein doivent, eux, passer une législation qui reprend le contenu du règlement. Le règlement à l'espèce, il laisse quand même certaines sphères laisse les États membres la possibilité d'apporter leur grain de sel sur certains aspects, hein, dans quelles conditions est-ce qu'on pourrait en plus nommer un DPD, dans quelles conditions les données à caractère, les données sur les infractions pénales sont traitées. Donc, également en matière de santé, sécurité, travail et domaine médical. Donc, il y a certains aspects où chaque pays peut apporter sa touche au règlement. Donc, en ce qui concerne la France, on a une loi, la loi informatique liberté du 6 janvier 1978, qui transposait la directive 95, donc la directive 1995, la directive sur la protection des données, qui est remplacée par le règlement. Donc, cette loi-là, elle va être modifiée. Alors, elle va être modifiée. Alors, non, le législateur avait deux possibilités. Enfin, normalement, le législateur aurait dû supprimer toutes les parties qui sont couvertes par le règlement. Là, il y a une petite controverse en France, puisque le législateur a décidé de paraphraser le règlement, et donc pas nécessairement en utilisant exactement les mêmes mots, mais bon, on devrait pouvoir s'en sortir. Une des spécificités françaises, c'est également dans les informations qui sont données aux personnes concernées sur les traitements. Il y a également une indication avec la loi sur pour une république numérique d'indiquer que les personnes ont la possibilité d'organiser le sort des données personnelles après leur mort. Donc, c'est une information donnée en plus de celle prévue par le règlement. Donc, c'est un exemple de spécificité française. Et notre loi française sera également modifiée pour intégrer une nouvelle directive qui porte sur les traitements mis en œuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquête et de poursuite en matière d'exécution de sanctions pénales. Donc, c'est ça, vous savez, on y reviendra sur le champ matériel du règlement. Le règlement s'applique pas à ce qui est couvert par cette directive, c'est-à-dire les données à caractère personnel en matière pénale par des autorités. Et Danoé, si tu me permets, parce qu'évidemment, on a entendu beaucoup parler dans les médias ici du règlement, et puis il y a toujours une sorte de flou, n'est-ce pas? On se dit, d'accord, d'un côté, est-ce que ça s'applique à nous ou pas? Tu viens nous parler de ce règlement, puis tu viens nous parler de spécificité. Mm-hmm. Est-ce que ça serait si on disait que ce règlement, tu nous as dit, est un règlement d'application immédiate dans quelques mois, n'est-ce pas, le 25 mai? L'idée pour les entreprises, c'est que on veut être capable de
on veut être capable d'avoir un processus, si possible, à l'interne, n'est-ce pas, qui nous permet de rencontrer les critères de toutes les juridictions dans la mesure du possible. Est-ce que ce règlement est donc le point de base qu'on devrait utiliser pour justement savoir comment se conformer en Europe? Est-ce que... Tout à fait, tout à Ok. fait. Le règlement, disons, on peut dire que allez, 97% des règles sont dans le règlement, et après il peut y avoir des spécificités d'un pays à l'autre, mais qui vont être mineures et qui vont plutôt toucher des secteurs comme celui de la santé. Une société B2B, et a priori, il y aura rien vraiment de nouveau dans la législation de chaque pays. Parfait. Donc, et tu as parlé de médical, de santé, donc il y a certains domaines plus particuliers. Et puis c'est un peu la même chose, comme vous le savez, au Canada, n'est-ce pas, où dans le domaine de la santé ou dans d'autres domaines, il y a des règles plus particulières qui s'appliquent. Mais donc, pour le reste de la présentation, on peut le prendre comme étant la base. Si on arrive déjà à 97% de la conformité, on sera déjà on aura déjà fait une bonne partie du chemin. Ouais. Alors, toujours sur le cadre légal, pour mettre en relief le règlement sur la protection des données, il y a un nouveau règlement qui c'est Vie privée et communication électronique, qui remplace une directive du même nom, qui elle avait un champ d'application assez limité, à savoir la communication par email à des prospects, et qui disait en gros, alors j'ai repris ici les règles actuelles, que lorsque on s'adressait, en tout cas, lorsqu'on s'adressait à des prospects, soit on avait leur opt-in dès le départ, soit ils avaient acheté des biens et services similaires auprès de la même société, et puis ils étaient avec possibilité d'opt-out à ce moment-là, et je crois que ça rejoint un peu votre législation anti-spam. Oui. Voilà. Exactement. Donc, je pense que quand on va se concentrer dans la présentation aujourd'hui sur les règlements pour les données personnelles, qui, du point de vue, du moins de mon point de vue, du Canada, du Québec, est disons, est plus haut, et Oui. un meilleur, disons, un meilleur cadre, tandis que pour, tu parlais de CASL, de cette loi qui est une loi corollaire, j'ai l'impression que vous êtes en train de nous rejoindre par rapport au opt-in dans certains cas. Voilà. Donc ça, ce nouveau règlement est également un règlement européen, mais qui n'est pas encore définitif et qui normalement devait entrer en vigueur en même temps que le RGPD. Les enjeux donc on a vu le cadre légal, les enjeux du RGPD. Donc il y a eu beaucoup d'importance médiatique apportée au RGPD. Pour plusieurs raisons. Il y a une partie politique, une politique qui veut dire aux citoyens européens, voilà, on est là, on protège vos droits, c'est bien l'Europe, voilà. Et regarde en Russie, en Chine, ça va pareil. Bon. La France aussi, ça fait, on mousse un peu le fait que la loi informatique libertique a fait ses 40 ans cette année. Il y a une démarche, enfin, il y a un objectif éthique, bien entendu. Il y a également un objectif économique, c'est les données ont une valeur, il faut, vous avez un des objectifs, c'est non seulement protéger les gens, mais également favoriser la libre circulation en Europe des données, donner un cadre commun à tout ça. Certaines entreprises peuvent également mettre en valeur un positionnement commercial en se présentant comme défenseur des libertés individuelles. Un enjeu réputationnel également pour beaucoup de sociétés. Et donc, pour ces enjeux, on parle ici d'avantages, parce que souvent, quand on parle disons, de données personnelles, on y pense beaucoup d'un point de vue strictement conformité. Et puis, j'ai l'impression à l'intérieur des entreprises, mais vous y connaissez beaucoup plus que moi, qu'est-ce qu'on est obligé de faire pour pouvoir faire des affaires, ce qui, pour moi, n'est pas toujours la bonne manière d'approcher toute cette question-là. Je pense qu'il y a un avantage à avoir les meilleures pratiques, puis aller au-delà, des fois, de la stricte conformité, pour aller chercher des nouveaux clients, pour aller chercher peut-être des profits dans des régions différentes de celles où on est actuellement.
quand je regardais le règlement au Canada pour l'avis de notification, Data Breach Notifications, celles et ceux qui l'avaient lu aussi, il y a une partie qui parle d'avantages économiques. Et dans les avantages économiques, on fait une référence spécifique au règlement européen parce que le but est d'essayer d'harmoniser. C'est-à-dire que le législateur au Canada, et puis je pense en Europe, tout le monde comprend que les entreprises sont dans des situations assez particulières où il faut essayer d'harmoniser le tout. Moi, j'ai beaucoup aimé la partie libre circulation en Europe pour essayer d'harmoniser. J'aime aussi l'approche canadienne qui est d'être au courant de ce qui se passe et puis d'essayer justement d'harmoniser. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est utile de toute façon pour le Canada parce que ça peut être utile et donc il y a des avantages par rapport à tout ça. Alors vu qu'on est encore un peu dans l'introduction, on a mis quelques images de publicité qui pouvaient appeler, disons, à s'interroger sur ce que ça posait comme question, surtout par rapport à ce qui est au fondement juridique du traitement qui est fait de données à caractère personnel. Déjà, est-ce que ce sont sur des données à caractère personnel, pseudonymisation, anonymisation, on y reviendra. Donc, on a Netflix ici, aux 53 personnes qui ont vu tel film. Chaque jour, au cours des 18 derniers jours, qu'est-ce qui se passe avec vous? Chers 3749 personnes qui ont visionné C'est la fin du monde tel que nous le connaissons le jour du vote du Brexit, tenez bon. Chère personne qui a joué Sorry 42 fois jour de la Saint-Valentin, qu'avez-vous fait? Enfin, chère personne qui a fait une playlist appelée One Night Stand with Jeb Bush like he's a Bond girl in a European casino. Nous avons tellement de questions. Nous avons beaucoup de questions, hein, sur voilà. Donc voilà, pour finir ces enjeux, effectivement, comme ils sont précisés à l'article 1er, il y a vraiment deux objectifs en protéger les libertés et la libre circulation des données. Et surtout ne pas faire d'obstacles au commerce pour des motifs liés à la protection des données. Cadre commun et plus de commerce. Les sanctions. Donc, elles sont nombreuses, les sanctions. Alors, déjà, elles sont alourdies. Actuellement, en France, jusqu'à l'année dernière, le maximum des sanctions administratives était 150 000 euros, plafonné à 300 000 euros. C'est passé à 3 millions l'année dernière avec une nouvelle loi. Et ce que dit le règlement, c'est que chaque pays doit passer une loi qui permet de sanctionner jusqu'à 20 millions d'euros, 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise en cas de violation du règlement. Donc c'est à chaque pays de passer les lois qu'il faut pour permettre à ces autorités de contrôler et de sanctionner. Et si tu me permets par rapport à ça, très souvent à l'interne, que vous soyez en stratégie ou que vous soyez au juridique ou autrement, l'impact réel sur le bottom line est important. Et donc, quand je lis 4% du chiffre d'affaires annuel mondial, en fonction du degré de sévérité des sanctions, il y a un impact qui est réel. Donc, des fois, si vous avez besoin de convaincre vos collègues que c'est peut-être quelque chose d'important, ça peut aider. On n'est pas encore à ce point-là au Canada. Par rapport aux data breaches, aux notifications, quand il y a aux notifications, on parle plutôt de 100 000 $ par incident, ce qui est déjà beaucoup, mais pas nécessairement la même chose. Donc, voilà. Oui, bien entendu, les sanctions doivent être proportionnelles à la gravité de la violation. Oui. Donc, les grandes entreprises Big Data sont plus exposées. Oui. On prend des questions? Oui, bien sûr. Sur la question justement du calcul de l'assiette pour le chiffre d'affaires mondial, considérant que les clients ici, les entreprises canadiennes sont surtout visées du fait de leur
dans quelle mesure, justement, cette assiette-là pourrait s'élargir de la simple assiette de la filiale à celle de la maison mère. Ouais. Puis, c'est une excellente question que, justement, j'avais une question similaire pour Dano hier quand on se préparait, donc c'est pour ça qu'on apprécie beaucoup ces questions. Ouais. Merci, c'est François, c'est ça? Merci beaucoup. Ouais. Alors, le règlement parle de groupes d'entreprises à certains endroits, mais pas dans l'article qui concerne les sanctions administratives. On parle uniquement de l'entreprise. Et donc, il faut conclure. Alors, a priori, on parle uniquement de l'entreprise et pas du groupe, pas du groupe de société. Alors, c'est donc après, évidemment, si on a plusieurs sociétés du même groupe qui participent à la même violation, ça peut être, voilà, on peut sanctionner les différentes entreprises qui ont participé à la violation. Puis, on y reviendra plus tard parce que une de mes premières réactions, c'était est-ce qu'on pourrait, de cette manière-là, structurer les entreprises ou les groupes pour avoir justement, donc on pense aux mêmes choses, pour justement, disons, essayer de limiter le risque. C'est quelque chose qui, malheureusement, va être très difficile à faire, puis on va en reparler un peu plus tard quand on va parler de l'application, justement, de la loi d'un point de vue matériel. Voilà. Alors, ouais, ça, on y viendra dans le champ d'application matériel. Mais oui, pour donner 2 mots sur, sur ça. Oui. Ouais, c'est globalement la violation peut se produire vis-à-vis lorsqu'on a des salariés, des sous-traitants, des fournisseurs, des clients. Et donc, sauf à mettre tous les employés dans une même société, c'est difficile de créer une filiale pour contenir le risque, parce que ça impliquerait de transférer tous les clients et tous les employés à la filiale. On va nulle part. Ça fonctionne pas. Donc ça, c'est pour les sanctions administratives. Il y a également des sanctions pénales. Le règlement, en fait, dit simplement que les États membres sont libres de passer, d'introduire dans leur code pénal des délits, des sanctions pénales en cas de violation du règlement. Alors la France, sous l'empire du régime actuel, issu de 1995, il est déjà prévu que il y ait des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € multipliés par 5 pour les personnes morales en cas de violation de la législation actuelle en matière de protection des données. Il y a également des sanctions supplémentaires pour violation de notre loi anti-spam jusqu'à 3 750 € par communication qui serait faite en violation des règles de notre code des postes et communications, mais qui reprend les règles sur la communication par voie électronique de messages de prospection. Et finalement, troisième ordre de sanctions, les sanctions civiles, puisque c'est un principe général du droit qui est reconnu par le règlement, mais comme vous savez tous pour les avocats d'entre nous, une faute qui a pour cause un préjudice entraîne réparation au civil. Il y a évidemment la même chose au Canada, au Québec, et puis très souvent on y passe comme étant comme quelque chose de théorique, mais c'est pas théorique du tout. Vous le savez, au Canada et ailleurs, il y a des chefs d'entreprise, des CEOs, CFOs, CIOs qui ont soit perdu leur poste ou encore ont eu des conseils d'administration qui ont eu des poursuites, qui ont eu des impacts très importants. Donc, ça fait partie un peu de l'ensemble des différentes sanctions qui pourraient être applicables et qui sont importantes pour les entreprises. Et j'ai pas mentionné, mais jusqu'à maintenant, c'est un petit peu dans le cadre en haut à droite, sous le régime actuel, la législation en matière de protection des données s'applique seulement aux responsables de traitement, aux controllers. Ceux-ci doivent contractualiser certains engagements avec les sous-traitants, mais les sous-traitants eux-mêmes ne sont pas assujettis
à la loi actuelle. Une nouveauté du règlement, c'est, on va le voir, les sous-traitants ont également des obligations. Donc, dorénavant, les sous-traitants pourront également s'exposer à des sanctions, aux différentes sanctions. Donc, champ d'application du nouveau règlement. Matériel et territorial. Donc, matériel en premier. Le règlement s'applique au traitement de données à caractère personnel automatisé, en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier, donc, automatisé ou non. Qu'est-ce que c'est qu'un traitement? Un traitement, c'est autant la collecte, la conservation, le transfert, et même l'effacement d'une donnée est un traitement. Donc, c'est très large. Et cette largesse du traitement ou cette définition très large du traitement, on n'a peut-être pas autant de mots dans notre loi, mais ça couvre sensiblement le même genre de choses. Voilà. C'est un traitement qui porte sur une donnée à caractère personnel, qui est définie comme étant une information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Alors, une personne physique identifiable, c'est une personne physique qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à identifiant un nom, un numéro de téléphone, une adresse IP. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer si une personne physique est identifiable? Ce que dit le préambule du règlement, c'est qu'on vient de prendre en considération l'ensemble des moyens raisonnablement susceptibles d'être utilisés. En considération l'ensemble des facteurs objectifs tels que coût, temps, technologie, au moment du traitement, technologie telles qu'elles peuvent évoluer dans le futur. Oui, et juste par rapport à ça, il y a des questions souvent qui nous sont posées disant, ben c'est très bien, mais moi, mes informations sont cryptées ou bien s'il y a le nom de la personne, etc. C'est jusqu'à quel point est-ce qu'il y a des exemples concrets, peut-être dans la jurisprudence autrement, qui permettent d'identifier ce genre de choses-là? Tout à fait, Naïm, tu connais bien la présentation. Heureusement. D'ailleurs, n'est-ce pas? Alors, il y a un arrêt du Conseil d'État. Alors, en France, vous avez la Cour de cassation qui est la Cour suprême pour tout ce qui est civil, et vous avez civil et pénal. Et vous avez le Conseil d'État qui est dans l'ordre administratif, notre Cour suprême. Donc, une décision du Conseil d'État du 8 février 2017 concernait l'entreprise JCDecaux qui avait installé à La Défense. La Défense, c'est un quartier d'affaires juste à côté de Paris où il y a un grand siège de groupes français comme Total, Société Générale. Donc, vous avez une photo. Ils ont installé des panneaux publicitaires et dans les panneaux, il y avait des détecteurs qui, quand une personne passait avec son téléphone mobile, ça détectait l'adresse MAC du téléphone et JCDecaux utilisait cette information-là pour mesurer l'affluence, voilà, afin après pouvoir aller voir leurs clients pour dire, ben voilà, cet emplacement-là, il vaut tant parce qu'il y a énormément de personnes qui passent devant. Et si je comprends bien, ils avaient considéré que c'était pas des données à caractère personnel. Et ils avaient mis en avant le fait qu'une fois qu'ils avaient collecté les données, ils les tronquaient, ils appliquaient des méthodes de salage et de hachage à clé. Donc, salage, ils ajoutaient des données sans signification à la liste pour voilà, mélanger. Enfin, une personne qui voudrait s'approprier des données pourrait difficilement les traiter puisqu'ils ont été mélangés avec des informations sans signification. Et puis, elles auraient été aussi hachées, transformées. Donc, ils disaient, ben voilà, nous, si un tiers venait à vouloir s'approprier de ces données, il ne pourrait pas identifier les personnes puisqu'on les a, voilà, on les a transformées. Pour autant, le Conseil d'État a retenu que, certes, mais vous avez collecté ces données-là, et ces données-là, quand vous avez connecté, vous étiez en mesure de rapprocher l'adresse MAC d'un téléphone avec l'identité d'une personne, puisque les moyens technologiques sont là pour faire ce rapprochement, et donc vous auriez dû faire ce que vous avez dû faire en termes d'information aux gens, etc. Donc, et puis je m'excuse parce que pour moi, ça a été quelque chose qui m'a un peu frappé.
Vous entendez peut-être parler de votre groupe de TI. Bon, salage et hachage, c'était la première fois que j'en entendais parler. J'entends surtout parler de salting et puis de hashing, notamment pour le hashing, surtout notamment dans le cadre de blockchain et autrement. Mais donc, ce qui est important, c'est que c'est au niveau de la collecte, n'est-ce pas? Indépendamment de ce que vous faites, pour anonymiser ou pseudonymiser les informations plus tard, en termes de tronquage, de salting, de hashing. Aussi, au niveau de la collecte, ce sont des renseignements personnels ou des données personnelles selon le règlement. Le règlement s'applique. Donc, il faut justement peut-être garder ça en tête quand vous avez vos discussions avec votre groupe de TI par rapport à ce genre de choses-là. Voilà. Et donc, adresse MAC, ce sont des données personnelles. Il y a d'autres exemples dans la jurisprudence qui disent les adresses IP statiques, dynamiques. Ce sont des données à caractère personnel puisque on peut, grâce à ces informations-là, identifier la personne qui est derrière. Donc, notre recommandation, c'est à défaut, si une donnée n'est pas entièrement anonymisée, doit être considérée comme rendant la personne identifiable. Parce qu'on fait une distinction entre données pseudonymisées et anonymisées. Une donnée anonymisée n'est pas une donnée à caractère personnel. Une donnée pseudonymisée est une donnée à caractère personnel. Et si tu me permets, juste, encore là, je vois évolution rapide des technologies. Très souvent, d'un point de vue stratégique, d'accord, vous obtenez de l'information. Des fois, cette information, ça va être simplement du texte. D'autres fois, peut-être, ça va être justement peut-être des éléments biométriques qui parlent de l'empreinte de la voix, etc., etc. Puis ensuite, à l'interne, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, quelles sont les informations, peut-être la stratégie d'affaires qu'on peut retirer de tout ceci. Juste si tu peux nous parler peut-être de comment est-ce la recommandation par rapport à l'évolution rapide des technologies dans ce cadre. Ah oui, en fait, c'est qu'on a vu que ce qui rendait une donnée rendait une personne identifiable en tenant compte de ce que ça prenait en temps, en coût, au vu des technologies actuelles et futures. Et comme les technologies sont toujours appelées à évoluer, c'est difficile enfin, c'est un peu risqué de prendre parti que la donnée qui est aujourd'hui très difficilement déchiffrable ne le sera pas dans 5 ans. Je vous en prie. Au point de vue commercial, on fait des courriels toujours avec des personnes en Angleterre, en France. Ouais. Tout ça parce que c'est du business, jour à jour, des courriels. Ça, c'est aussi partie de GDPR. Alors, lorsqu'on s'adresse soit à des personnes physiques qui agissent pour leur propre compte, donc des consommateurs, ou qu'on s'adresse à des personnes physiques qui ont un rôle de représenter une entreprise, on s'adresse quand même à des personnes physiques. Après, il y a différents... je crois que peut-être vous avez la même chose dans votre loi anti-spam, mais qu'on s'adresse à des consommateurs, il faut leur opt-in, à moins qu'ils aient acheté auparavant des biens et services similaires près de la même entreprise. Lorsqu'on s'adresse à des professionnels ou des gens qui représentent une entreprise, on n'a pas besoin de leur opt-in, mais ils ont leur opt-out. Et en fait, le fondement juridique ici, c'est les intérêts légitimes et non le consentement, et on y reviendra. Donc, c'est possible de s'adresser, il y a un fondement, et c'est pas parce qu'on s'adresse à une personne physique qui appartient à l'entreprise qu'elle a zéro droit, en fait. Il faut quand même les informer, il y a une possibilité d'opt-out. C'est ça. Puis au Canada, je pense que c'est quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire que du moment qu'il y a des renseignements personnels, indépendamment dans quel format, que ça soit dans un email, que ça vienne d'une manière ou d'une autre, la loi va s'appliquer. Et ensuite, la question devient comment est-ce qu'on les protège? Est-ce qu'on a eu un consentement par rapport à ça? N'est-ce pas? Souvent,
il y aura eu des politiques de vie privée, soit au sein de l'entreprise par rapport aux employés, ou bien avec les clients ou les clients prospectifs, n'est-ce pas? Et puis nous, on se base surtout sur le consentement. Évidemment, on va parler du terme technique de licéité plus tard, mais c'est ça. Donc ça, c'est c'est un premier cadre. Et ensuite, le deuxième cadre, d'un point de vue de anti-spam law, c'est plus particulièrement quand on veut faire des messages que je vais appeler de développement d'affaires, n'est-ce pas? Et dans ce cadre-là, il y a des règles encore additionnelles qui s'appliquent autant au Canada qu'en Europe. Mais voilà, donc effectivement, ça s'applique même dans ce cadre de email, de email. Voilà. C'est une question un peu plus compliquée de droit applicable ici parce que si vous ne vous adressez pas à des consommateurs, enfin, par rapport, on y reviendra au champ territorial et oui, c'est ça. Oui, mais exactement. Toujours sur le champ d'application matérielle, donc on a dit déjà tous les traitements de données à caractère personnel, on a dit ce que c'est un traitement de données à caractère personnel, personne identifiable. Évidemment, ça s'applique pas à tous les traitements de données à caractère personnel. Les traitements par une personne physique dans un cadre strictement personnel ou domestique, c'est exclu de la loi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les traitements par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, ça sort également du nouveau règlement, c'est l'autre directive dont tu avais parlé au début, Donc, champ d'application matériel, maintenant champ d'application territorial. Alors, le règlement, ça s'applique d'une part aux activités de toute entreprise, toute organisation responsable de traitement ou sous-traitant qui a un établissement sur le territoire de l'Union européenne. Premier aspect. Jusque-là, tout va bien. Deuxième aspect, ça s'applique également aux responsables de traitement et sous-traitants qui n'ont pas d'établissement dans l'Union européenne, mais qui font des traitements, et c'est uniquement ces traitements-là, des traitements sur des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l'Union et qui sont liés soit à l'offre de biens et services à ces personnes, soit au suivi de leur comportement. Oui. Je vais te poser je m'excuse, j'ai plein de questions. Si je fais, parce que quand on dit qu'un paiement soit exigé ou non des dites personnes, c'est-à-dire que si je suis en train de faire je veux faire du marketing, d'accord, et puis que ce soit un concours ou bien je veux offrir quelque chose en Europe, ça s'applique même si on parle de biens et services qui sont sans prix, c'est ça, sont gratuitement. Parce que ça, c'est quelque chose qui est aussi souvent les gens à l'interne vont pas nécessairement penser à ça, ils vont dire OK, est-ce que j'ai eu un contrat, est-ce qu'il y a quelque chose qui est rentré dans mes revenus? Puis du point de vue marketing, disons other great minds think about the marketing part, n'est-ce pas? Donc c'est intéressant de cet aspect-là. Ouais. Oui. On s'entend qu'un Français peut aller sur le site web. À quel point ça s'applique si on ne le vise pas, mais c'est un site de nouvelles, c'est un site qui est accessible partout dans le monde. Ou encore là, si c'est nos clients canadiens qui sont pour une semaine en Europe. OK. Ben, sur le site web, on y viendra parce qu'il y a des dispositions spécifiques là-dessus dans le préambule du règlement. Et sur la deuxième question qui était les citoyens. Alors, ça s'applique pas aux citoyens, ça s'applique aux personnes qui se trouvent en Europe. Alors, je sais que le projet de loi français parle de résidents. Le mot résident sera a priori les gens qui sont en Europe sont des résidents en Europe. Après, on peut passer à un touriste qui est sur le moment qui est en Europe. Il se trouve sur le territoire européen, donc a priori, la loi s'applique. Donc ça, c'est pour la deuxième question. La première, sur le site web, j'y reviendrai plus tard parce que ce sera plus, on y arrive dans 4 minutes environ. Donc, pour l'instant, je vais rester sur la première branche, c'est-à-dire
établissement dans l'Union européenne par une entreprise qui est responsable de traitement ou sous-traitant. Donc, qu'est-ce qu'un établissement? Un établissement, ça suppose l'exercice effectif et réel d'une activité au moyen d'un dispositif stable. La forme juridique retenue pour un tel dispositif, qu'il s'agisse d'une succursale ou d'une filiale, n'est pas déterminante à cet égard. Donc, succursale comprise pour les banques, ça, pour le cabinet d'avocats, c'est un établissement. Qu'est-ce qu'un responsable de traitement? Vous aviez posé la question tout à l'heure, responsable de traitement ou sous-traitant, la différence. Alors, un responsable de traitement, c'est la personne qui détermine les finalités et les moyens du traitement. Alors, vous avez des salariés, vous déterminez qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez gérer les salariés. Vous êtes habituellement, toute entreprise qui a des clients, qui contracte avec des clients, elle est responsable de traitement avec ses clients. Et toutes les entreprises qui ont des salariés sont responsables de traitement vis-à-vis concernant les informations de ses salariés. Même chose avec les fournisseurs. Donc, disons que responsable de traitement, c'est assez simple comme notion. Excuse-moi encore, avec mes nombreuses questions. Le concept de base au Canada, c'est de dire que si je recueille des informations, j'en suis responsable. Et puis, en fait, dans la loi, ça dit clairement, puis bon, il y a certaines choses par rapport, il y a des règles spécifiques pour les banques notamment, mais plus généralement que c'est pas simplement parce que, disons, je te transfère l'information à toi, que mes obligations sont, que automatiquement, je n'ai plus d'obligations. Généralement, est-ce que le concept est le même en Europe? Oui, tout à fait. Le responsable de traitement est responsable. Il peut sous-traiter il peut sous-traiter, et si jamais un traitement dans lequel, alors il y a les mots dans lesquels il est impliqué qui sont un petit peu équivoques, mais voilà, habituellement il serait impliqué dans les traitements qu'il sous-traite, et donc il peut voir sa responsabilité engagée. Donc, ton 4%, ton 20 millions d'euros, le 4% du chiffre mondial s'applique même si je décide de le transférer à quelqu'un d'autre. Oui. Okay. Et un sous-traitant, c'est la personne qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. Donc, le mot en anglais, c'est processor. C'est pas, en France, on a une loi du 31 décembre 75 sur la sous-traitance et qui définit le sous-traitant comme lorsque vous avez deux contrats de prestation de service et il y a un deuxième qui fait une prestation de service, il y a une action directe au profit du sous-traitant contre le maître d'ouvrage. Le mot sous-traitant en français porte à confusion dans ce sens. Ici, on entend sous-traitant au sens de processor, au sens du règlement, c'est-à-dire c'est une personne qui ne détermine pas quelles sont les finalités et les moyens du traitement, mais simplement exécute le traitement sous les instructions du responsable de traitement. Donc, une entreprise qui offre des services de serveurs informatiques, de hosting, de sites web, voilà, elle est sous-traitante, puisque certes, elle a dans ses serveurs des informations personnelles qui lui sont transmises par ses clients, mais elle ne fait qu'exécuter les ordres du client. Voilà. En fait, les entreprises qui sont sous-traitantes, habituellement, auront deux casquettes. Elles sont également responsables de traitement en ce qui concerne leurs salariés et également en ce qui concerne les données sur leurs clients. Par contre, elles seront sous-traitantes par rapport aux informations qui sont transmises par leurs clientes sur les clients de ces dernières. Alors, donc ça, si tout va bien, c'est le champ d'application territorial avec, d'une entreprise qui a on a vu jusqu'à maintenant une entreprise qui est déjà établie dans l'Union européenne. Maintenant, une entreprise qui ne serait pas établie dans l'Union européenne, dans quelle mesure est-ce que ça s'applique à elle? Ça s'applique donc lorsqu'elle traite des données à caractère personnel sur des personnes
situés dans l'Union européenne, les traitements qui sont liés à l'offre de biens ou de services à ces personnes. Donc là, j'aurai votre question sur le site web. Et je crois que je vais le lire parce que c'est les seules informations qu'on a vraiment dans le préambule et ouais, chaque mot compte, je crois. Donc, afin de déterminer si un tel responsable du traitement ou sous-traitant offre des biens ou des services à des personnes concernées qui se trouvent dans l'Union, il y a lieu d'établir s'il est clair, que le responsable du traitement ou le sous-traitant envisage d'offrir des services à des personnes concernées dans un ou plusieurs États membres de l'Union. Alors que la simple accessibilité du site Internet du responsable du traitement, d'un sous-traitant ou d'un intermédiaire dans l'Union, d'une adresse électronique ou d'autres coordonnées, ou l'utilisation d'une langue généralement utilisée dans le pays tiers. Au Canada, c'est plutôt l'anglais et le français, mais peut-être l'espagnol ou d'autres langues qui sont utilisées selon la communauté qu'il y a au Canada. Ou l'utilisation d'une langue généralement utilisée dans le pays tiers, où le responsable du traitement est établi, ne suffit pas pour établir cette intention. Donc, si vous avez seulement un site web où voilà, il est accessible à tous, il est dans des langues qui sont pratiquées dans votre pays ou dans les marchés hors Union européenne que vous visez. En soi, vous n'avez pas pour autant l'intention d'offrir à des gens dans l'Europe. Par contre, des facteurs tels que l'utilisation d'une langue ou d'une monnaie d'usage courant dans un ou plusieurs États membres, avec la possibilité de commander des biens et des services dans cette autre langue, ou la mention de clients ou d'utilisateurs qui se trouvent dans l'Union, peuvent indiquer clairement que le responsable du traitement envisage d'offrir des biens ou des services à des personnes concernées dans l'Union. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on a comme indication. C'est vrai que c'est un peu gris. C'est un peu gris. C'est comme ça. Oui, on a peut-être plus d'indications dans le futur, mais... Effectivement, mais on voit quand même que il faut que ça soit clair. Donc, tu nous as parlé de différents facteurs qui sont des facteurs en zone grise, mais je veux dire, je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine intention quand on vend si vous vendez des produits ou des services en particulier, puis vous avez peut-être de la publicité qui est dirigée à des gens en Europe, ça pourrait être un facteur concret. Ou autrement, mais si c'est quelque chose d'expérience de clients européens. Voilà. Donc ça fait malheureusement partie, je dirais, disons des fois de l'approche du législateur qui est de garder des principes très généraux. Puis souvent c'est pas simplement ce n'est surtout pas par paresse, je dirais, c'est simplement que la technologie avance tellement rapidement qu'ils sont pour essayer de garder peut-être un principe de neutralité en technologie, technological neutrality, de justement d'établir des principes généraux qui vont être définis un peu plus tard. Oui. Autre disposition d'application extraterritoriale, outre l'offre de biens ou de services à des personnes situées dans l'Union européenne, c'est lorsque le traitement est lié au suivi du comportement de personnes situées dans l'Union européenne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que dit le préambule, c'est qu'afin de déterminer si une activité de traitement peut être considérée comme un suivi de comportement des personnes concernées, il y a lieu d'établir si les personnes physiques sont suivies sur Internet, ce qui comprend l'utilisation ultérieure éventuelle de techniques de traitement des données à caractère personnel qui consistent en un profilage d'une personne physique afin notamment de prendre des décisions la concernant, d'analyser ou de prédire ses préférences, ses comportements et ses dispositions d'esprit. Donc là aussi, c'est un peu jusqu'à où tel type de coquille pourrait être considéré comme suivi de comportement. On est également, c'est une question d'appréciation. Oui. Il faut toujours que la personne soit identifiable. Donc, un cookie qui fait juste suivre un comportement d'une personne qu'on n'est pas capable d'identifier, ça ne s'applique pas. Ouais, mais on a dit qu'une adresse IP, c'était une donnée à caractère personnel, rendait identifiable la personne. Donc, Oui. voilà. Est-ce que ça serait possible, par exemple, par gouvernance, par politique, de s'astreindre à ne pas collecter certains renseignements personnels pour éviter un match, justement? Si j'ai une adresse IP et que je n'ai pas les données, va bien du fournisseur d'accès Internet,
m'empêche d'aller les chercher. Bah. Je me limite moi-même, je me ferme les yeux sur l'identité de la personne, sur les moyens. Ouais, Naïm m'a posé la même question hier. On pense de la même manière. Ben, tant mieux, ça veut dire que mes questions étaient pertinentes hier, tant mieux. Ben, en fait, c'est ce qui rend une donnée un caractère personnel, c'est identifiable. Alors là, ce que vous dites, c'est oui, elle est pseudonymisée, mais j'ai pas la clé. La clé, je veux pas l'avoir. Oui, mais néanmoins, l'information, s'il était retourné, je pourrais l'avoir en futur, la clé. Donc, c'est difficile de prendre cette position-là que les anonymes parce qu'on s'est astreint à ne pas avoir accès à la clé qui la rendrait. Comme par exemple, aller chercher un fournisseur d'accès Internet pour savoir quelle adresse Internet, quelle adresse IP j'avais à telle date. Ouais. Ça commence à être déraisonnable Le coût. Capable de Oui. Et si je dois commettre un acte illicite pour ce faire, je crois pas que ça soit. Bon, on peut en débattre, hein, mais oui. Ben, je veux dire, faudrait analyser, je n'ai pas une bonne réponse. oui. Ouais. Oui, mais disons, clairement, en tout cas, j'imagine que le législateur va pas vous astreindre à quelque chose qui vous demanderait d'aller illicitement chez un fournisseur de services. Je pense que l'idée, c'est simplement que si vous avez accès à de l'information et que vous choisissez simplement de pas utiliser cet accès, c'est pas assez d'un point de vue général. C'est comme pour dire, prenons l'exemple du hachage à clé dont tu parlais plus tôt, n'est-ce pas? S'il y a une clé qui est chez vous quelque part, n'est-ce pas? Et que votre département de marketing n'a pas accès à cette clé, mais votre département de IT a accès à la clé par contre, là, je pense pas, disons, évidemment, on est en train c'est de la conjecture, mais ça serait plus difficile à dire que, ça serait plus difficile de dire que la donnée n'est pas identifiable. Elle l'est. Voilà. Alors, je pense que c'est plus dans cette optique-là qu'il y a la nuance. Quand on n'est pas établi en Union européenne, mais que à cause de l'offre de biens et services ou du suivi de personnes, on doit respecter le règlement, on a une obligation de donner mandat à un représentant dans l'Union européenne pour nous représenter en cas de quand une autorité de contrôle pourrait contacter. Il y a quelques exceptions, surtout en faveur des autorités publiques. Hein. L'État canadien n'a pas nommé un représentant dans l'Union européenne, mais les entreprises, elles doivent nommer une entreprise. Tout souvent, ce sera peut-être une société, une filiale ou une société qui offre ce type de prestations-là, donner un mandat pour être représenté dans l'Union européenne. Bon, là, on va rentrer plus dans le cœur du sujet. Oui. Juste par rapport à ça, je pense qu'on a voulu passer plus de temps sur la première partie, qui n'est pas une introduction, mais je pense qu'il y a une partie très importante, parce que les questions les plus importantes qu'on a au Canada, c'est justement, est-ce que la loi s'applique à nous ou pas? Et puis, c'est la question, je pense, que vous avez probablement le plus à l'interne. Alors, c'est pour ça, quand on avait l'introduction, on parlait de ceci. On voit que ce cadre est très large. Pour la prochaine partie, qui est la vue d'ensemble, il y a certains droits qui sont des droits, vous allez voir, on va passer plus rapidement sur certains droits parce que ce sont des concepts qui sont assez similaires ici. Puis on va peut-être se concentrer sur 2 ou 3 droits nouveaux qui ont un impact beaucoup plus particulier pour vous. Voilà. Donc, vue d'ensemble des droits des personnes concernées. Alors, dans la colonne de gauche, vous avez ceux qui existaient déjà en Europe, et dans la colonne de droite, les nouveaux. Donc, on va les faire un par un. Hein. Donc, droit à l'information, c'est plutôt une obligation d'information de la part des responsables de traitement qui doivent indiquer aux personnes concernées nombre d'informations, donc qui sont les finalités du traitement, des coordonnées du DPD, le cachet. J'ai mis en gras les nouvelles informations qui sont à donner
Et pour les entreprises qui sont soumises au RGPD, qui avaient déjà leur privacy notice, hein, elles auront à modifier la privacy notice pour ajouter des éléments qui sont en gras ici. Donc, coordonnées du DPD, les finalités, quel est le fondement juridique, c'est-à-dire consentement, exécution contrat, exécution d'obligation légale, les destinataires des personnes. Donc, absolument, on va être assez large dans les destinataires. On va parler de partenaires aussi, en vue d'une utilisation ultérieure lorsque les informations seront transmises à un autre pour pas que cette autre personne ait à nouveau à donner des informations. Donc, on va être assez large. La durée de conservation, c'est assez nouveau et c'est assez compliqué d'indiquer dans une notice la durée de conservation, mais il faut le faire maintenant. On dit aux gens quels sont leurs nouveaux droits. Hein. Souvent, dans les privacy notices, ça se limite à dire vous avez tel droit. Bon. En réalité, faut écrire tout ça. Et dans les nouveaux droits, faut écrire vous avez tel droit, et dans les droits que les gens ont, il y a notamment la limitation de traitement, la portabilité qui sont des nouveaux droits. Donc ça, c'est ajouté. S'il y a l'existence d'une prise de décision automatisée, notamment profilage, et le droit de réclamation devant une autorité de contrôle. Les personnes doivent être informées dès que ça, c'est pour les informations qui sont données au moment de la collecte. Donc, au moment de la collecte, ces informations-là doivent être données. Si jamais le responsable de traitement veut faire une nouvelle utilisation avec les mêmes données pour une autre finalité, il doit à ce moment-là informer quelle est cette autre finalité, à moins qu'il ne l'ait fait initialement. Donc, idéalement, c'est déjà d'être assez large. Vous aviez une question? J'ai une question qui est un peu applicable à ça, puis l'application en général. Ouais. Dans le cas, mettons, d'un discovery qui a lieu dans un tribunal aux États-Unis, Ouais. on a besoin d'avoir accès aux courriels de personnes qui sont basées en Europe. Ouais. Est-ce que c'est applicable à une identité canadienne qui n'offre pas de lien au service à une personne physique basée en Europe, mais quand on a besoin de collecter leur information, est-ce qu'on doit leur donner. Est-ce qu'ils ont un droit de refus? Est-ce qu'ils ont été comme c'est. Ouais. Un des fondements légaux, c'est l'exécution d'une obligation légale. Bon, là, les règles de discovery américaines, il y a peut-être un sujet d'extraterritorialité, surtout que, je parle pour la France, on n'a pas de règles de discovery, hein, donc nous, lorsqu'on a un email qu'on veut pas montrer, ben on le montre pas, hein, c'est tout. Donc, déjà, ça va être au niveau des finalités d'être assez large. Ouais. Et donc ça, c'était quand les données sont collectées par la personne qui fait le traitement, qui est responsable du traitement. Il peut arriver aussi que la personne qui fait le traitement, ne soit pas elle qui a collecté les données, ce soit elle qui elle a obtenu des données d'un tiers. Elle a été destinataire des données, puis elle fait un nouveau traitement. À ce moment-là, elle doit fournir les mêmes informations. Alors, idéalement, la personne qui collectait a déjà été très, très large dans ce qui pouvait être fait avec et il n'y a rien d'autre à faire. Ça, la plupart des cas, c'est ce qui arrive, c'est ce qu'on vise. Mais sinon, il faut donner les mêmes informations en plus de la source et dans un délai raisonnable ou du moins avant la première communication au tiers ou à la personne. Il y a des exemptions hein, lorsque ça se révèle impossible ou fort disproportionné, mais ça, c'est un peu délicat de se dire ce serait disproportionné comme effort d'avoir à le faire, donc je le fais pas. C'est plutôt quand les finalités sont de type recherche ou autre que c'est applicable. Quand c'est prévu par la loi, c'est pas applicable. Et si vous communiquez des informations à votre avocat, qu'il y a une obligation de secret professionnel, l'avocat n'aura pas besoin de dire à la personne qui travaille sur un dossier, bien entendu. Puis, pour cette question d'effort disproportionné, on a souvent ces questions dans d'autres cadres au Canada. La traduction d'un site web, on parlait d'un site web tout à l'heure, etc. Je pense que l'idée d'un point de vue à l'interne, c'est que si quelqu'un vous dit, bon, ça serait disproportionné, c'est vraiment d'avoir, si vous aviez à le prouver, comment est-ce que vous le feriez? Donc, réellement d'avoir quelque chose d'écrit qui permet d'avoir une analyse de coût par rapport à tout ça, pour au moins avoir
quelque chose d'objectif et puis un exemple concret de la décision au moment où elle a été prise. Et puis, comme la technologie avance rapidement, c'est quelque chose qui pourrait changer. Alors, c'est pas simplement quelque chose à avoir et à mettre dans le fond du tiroir, mais peut-être quelque chose à revoir de manière de manière périodique. Voilà. Bon, quelques autres droits, je peux passer vite. Donc, droit d'accès aux données, ça existait déjà, c'est pas nouveau. Droit de rectification aussi. Droit d'opposition. On avait déjà le droit d'opposition, mais c'était pas défini de manière très claire quand est-ce qu'il pouvait s'appliquer. Là, avec le règlement, ça a le mérite d'être précis. On verra les fondements juridiques tout à l'heure. Mais globalement, si le fondement juridique, c'est d'exécuter un contrat, la personne ne peut pas dire, ah, je me pose à ce que vous traitiez mes informations. Non. C'est lorsque le fondement, il est plutôt, le fondement d'intérêt légitime, hein, comme la prospection, la personne peut s'opposer à recevoir des emails. Ou encore une mission d'intérêt public, mais ça, pour les entreprises, c'est pas applicable, mais une mission d'intérêt public d'une agence gouvernementale, la personne pourrait s'opposer. Un droit au recours juridictionnel effectif, globalement, c'est le droit de poursuivre devant un tribunal, hein, tout simplement. Et l'article 80 du RGPD envisage l'action de groupe, parce qu'on n'a pas du moins en France, on n'a pas de class actions comme tel avec un opt-out, c'est du opt-in, mais des associations comme l'UFC que Choisir peuvent quand même regrouper beaucoup de personnes dans une action. Maintenant, les droits consacrés. Donc, les droits consolidés, c'est des droits qui existaient déjà. Les droits consacrés, ce sont les nouveaux droits. Droit à la portabilité. Le droit à la portabilité, c'est lorsqu'une personne renseigne un profil, donc il faut que le traitement soit automatisé. Elle a le droit de demander à l'entreprise de lui transférer un fichier électronique contenant les informations qu'elle a renseignées. Alors, le groupe de travail de l'article 29. Le groupe de travail de l'article 29, c'est dans la directive de 95, à l'article 29, c'est indiqué que les autorités de chacun des pays se regroupent pour faire un groupe de travail pour étudier certaines questions. Le groupe de travail de l'article 29 a établi certaines lignes directrices sur certaines questions, dont celle du droit de la portabilité, pour voir mais jusqu'où ça allait ce droit de la portabilité. Donc, ça va aux données qui sont fournies par la personne concernée, hein, lorsqu'elle renseigne, des données générées par l'activité de la personne concernée, mais par contre, ça exclut les données générées par le responsable. Exemple concret, parce que ça, on a beaucoup de questions par rapport à tout ça. D'accord? Droit à la portabilité. C'est-à-dire que si je donne des informations, tu donnais d'exemples de listes de courses ou de supermarchés ou de playlists musicales. Très souvent, la manière dont les gens traitent les données, les renseignements personnels internes, c'est je le verrais comme un secret, un trade secret, un secret commercial, parce que la manière dont ils vont pouvoir extirper l'information ou la manière dont ils vont gérer cette information va donner are going to tell about the metrics, right? Comment est-ce que je vais approcher mon marché et tout et tout. Est-ce que tu es en train de dire que qu'en tant que consommateur, quand je vais demander mon dossier à cette entreprise qui est obligée maintenant de me le donner, cette entreprise va avoir accès justement, ou le consommateur va avoir accès à cette information, ou bien justement tu parlais de nuances ici? Oui, c'est nuancé. Il peut avoir accès à la liste de choses qu'il a commandées par le passé, hein, mais il n'aura pas accès à des données comparatives ou analytiques faites par le service stratégie / marketing de l'entreprise. Parfait, merci. Un autre nouveau droit, c'est le droit à l'effacement, mais quand on y pense, c'est pas si nouveau que ça. C'est un peu la conséquence logique de l'exercice d'autres droits, tels que le droit d'opposition. Si on s'oppose valablement à un traitement, la logique serait que les données soient effacées par la suite. Si le traitement est fondé sur un consentement et que le consentement est retiré, la conséquence logique, c'est que l'information soit effacée. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de les supprimer, ces données personnelles. Exact. Ça veut dire qu'il faut savoir où les données personnelles sont rendues dans l'entreprise aussi.
concrètement, mais c'est concrètement, oui. simplement, je veux dire, je fais ce commentaire-là parce que très souvent, on entend parler de ces droits, on dit, ben oui, c'est clair, c'est normal, Ouais. etc. Mais à l'interne, il faut être capable de l'appliquer. Alors, Ouais. ça pose beaucoup de questions, voilà. Ouais. Oui. Nous, on l'aurait fait. Mais Google, lui, dans son référencement, il continue d'être là. Est-ce que c'est notre responsabilité d'exiger que Google le supprime ou c'est le consommateur de faire des démarches séparément? Non, ben, je sais pas indiquer, mais il faut, il y a des dispositions qui parlent dans quelles conditions il faut informer les tiers qu'on avait nous informés voilà, qu'il leur appartient également de supprimer l'information. Mais, et puis, tu as dit les tiers qu'on avait, nous, informés, Ouais, qui est peut-être ouais. une situation différente qu'une situation Peut-être. Google, où Google a elle-même été chercher l'information sur votre site web, puis vous avez pas mis de robots.txt, là, qui permet disons, de bloquer Google ou d'autres. Donc, c'est une question, je pense, plus au cas par cas par rapport à ça. Oui, j'ai pas, pour répondre, faudrait regarder un peu plus, de manière approfondie. Donc, autre nouveau droit, le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris un profilage produisant des effets juridiques. Donc, l'exemple qui est donné dans les considérants, c'est le rejet automatique d'une demande de crédit en ligne ou des pratiques de recrutement en ligne sans aucune intervention humaine. Donc, cette interdiction ne s'applique pas si la décision elle est soit nécessaire à la conclusion de l'exécution d'un contrat autorisé par la loi ou fondée sur le consentement de la personne. Et donc, quand c'est permis de faire ce type de traitement-là, il y a quand même des mesures appropriées à prendre avec au moins le droit d'obtenir une intervention humaine, d'exprimer son point de vue, de contester la décision. Droit d'information d'une violation, ça c'est également nouveau pour nous, sauf dans le secteur des télécoms où il y avait déjà ça. En fait, informer qui? Il y a une double obligation, informer l'autorité de contrôle et informer la personne concernée. En ce qui concerne l'autorité de contrôle, il faut l'informer dans les meilleurs délais, si possible 72 heures ou plus tard. Ça s'applique à tout type de violation, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Et à côté de ça, une obligation de documenter les violations en indiquant les faits, les effets, les mesures qui ont été prises. Donc ça, c'est nouveau, c'est assez nouveau pour la plupart des Européens. Et puis, c'est un peu la même chose au Canada, n'est-ce pas? On a entendu parler effectivement du règlement. Et donc, c'est quelque chose qui est important aussi pour le Canada. Ici, c'est un exemplaire de formulaire utilisé dans le secteur télécom de notification en France. Il y a également une obligation d'informer de violation les personnes concernées, seulement, cependant, en cas de risque élevé pour les droits et libertés. Et encore, donc, il faut analyser qu'est-ce qu'un risque élevé. Les sous-traitants ont également une obligation d'informer d'une violation le responsable de traitement, pour que celui-ci puisse informer la personne concernée et ou l'autorité. Puis je m'excuse, ça Oui. c'est très important parce que d'un point de vue du sous-traitant, ça veut dire que même si dans votre contrat, vous n'avez pas cette obligation, si vous êtes un sous-traitant d'un point de vue du règlement, vous avez quand même une obligation comme celle-ci. Donc encore là, quand on regarde un contrat, tout le monde est capable de lire ce qu'il y a dans le contrat. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui n'est pas dans le contrat. Alors, c'est une obligation qui est additionnelle par rapport à ce à quoi on était peut-être habitué auparavant. Bien qu'en l'espèce, on y reviendra sur les obligations à mettre dans les contrats de sous-traitants, mais on a notamment ça. Donc, oui. 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 Alors, pratiquement, dans ces grandes entreprises, Oui. est-ce que tout le monde doit peut-être fournir tous les contacts pour être capable de répondre à ça? C'est énorme. Fournir tous les contacts de... Toutes les choses qui vont être visées par s'il y a le droit de notifier. C'est dans le cadre particulièrement d'une violation, n'est-ce pas? Ouais.
Puis je vais te poser la question un peu du point de vue canadien d'Anoé. D'un point de vue canadien, il y a toujours there's a risk of substantial harm. Il y a quand même une sorte de nuance, c'est pas dans tous les cas. Aussi, hein. Est-ce que c'est un principe qui est un peu similaire en Europe? Oui, ben, en fond, on a un cas de risque élevé, donc oui, il y a cette atténuation à l'obligation. Après, ben, je veux dire, il faut pas, c'est décrit dans le règlement qu'il faut pas collecter des informations sur les gens juste pour les informer. Donc, il y a ça aussi, quoi. L'idée, c'est pas d'imposer aux entreprises de collecter des informations qu'elles ne collecteraient pas sinon, juste pour pouvoir informer en cas de violation. Il faudrait voir au cas par cas. Ouais. Absolument. Ouais. Alors, dans les data breach policies, effectivement, et qui est-ce qu'on avise? Alors, il y a des dispositions, lorsque vous êtes un établissement européen, il y a la notion de leading supervisory authority, donc autorité, j'ai oublié c'est quoi le mot en français, et qui dit globalement c'est là où l'établissement principal est situé dans l'Union européenne. Donc, il y a, voilà, ça, par contre, si vous êtes une entreprise canadienne, pas d'établissement en Europe, mais en réalité, il faut black and white interpretation, il faut notifier toutes les autorités de contrôle où vous avez des personnes concernées. Donc, d'autres droits, droit à limitation temporaire du traitement, qui est simplement si jamais il y a une personne qui fait une rectification, entre-temps, on met l'information de côté le temps de la rectifier. Droit de recours contre la décision d'une autorité de contrôle. Judicial review of administrative action ici, donc ça c'est pas nous, c'est pas nouveau. Pour cette prochaine partie d'Anoé, tu nous avais dit qu'il y avait certaines choses qui sont, disons, un élargissement des obligations du responsable et du traitement du sous-traitant. Puis on apprécie beaucoup les questions qu'on a eues jusqu'ici. On aimerait quand même laisser du temps un peu pour les questions, pour les personnes qui n'ont pas voulu en poser. Si tu avais à choisir peut-être un ou deux éléments clés. Je sais pas, tu avais parlé de responsabilité ou de accountability, de privacy by design or default, la tenue du registre. Qu'est-ce que, peut-être si on peut se concentrer sur un ou deux, puis pour le reste, de le laisser pour des questions. Oui. Donc, les 6 principes, on en a parlé au début, ils sont pas énormément nouveaux. La licité, on l'a dit tout à l'heure, soit consentement, exécution d'une obligation ou exécution d'une obligation légale, contractuelle, ou fondement d'intérêt légitime. Ce sont des alternatives. Petit bémol en ce qui concerne les données sensibles qu'on définit comme étant des données qui révèlent l'origine ethnique, opinion politique, philosophique ou religieuse ou santé. C'est pas n'importe quel traitement, habituellement c'est le consentement ou une obligation légale, santé, sécurité, médecine. Également une exception pour les informations sur les condamnations pénales. Le consentement, je vais un peu redire ce que j'ai dit au début, mais le consentement est tout le temps rétractable. Il doit être libre, éclairé, univoque et spécifique, donc on peut pas donner son consentement à un ensemble de traitements, c'est un par un. Donc, c'est assez compliqué d'obtenir le consentement. Donc, ce que je voudrais te parler plus tôt, c'est du le nouveau principe de la responsabilité qui est en anglais accountability. Donc, l'idée de rendre compte. Auparavant, c'est une obligation a priori de notifier l'autorité de contrôle d'obtenir une autorisation pour faire un traitement et l'autorité de contrôle devait regarder le traitement et donner son visa a priori. Là, aujourd'hui, c'est non, on va transférer la charge de vérifier si le traitement est approprié sur le responsable de traitement et l'autorité de contrôle va faire un contrôle a posteriori
aux moyens de contrôle. Et à cette fin, le responsable de traitement doit être en mesure de justifier qu'il se conforme au règlement, ce qui entraîne pour lui des nouvelles obligations qui sont listées une à une. Donc, Privacy Binding and Default, c'est la prochaine slide. Dès la conception du traitement, on intègre les droits des gens, voilà, on intègre les caractéristiques qui sont nécessaires pour protéger les individus, et non seulement au moment d'exécution du traitement. On a mis quelques exemples de nouveaux traitements, voilà, celui de Google Street View. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit conforme à la réglementation? Google Arts and Culture aussi, ce que ça implique. Dès les nouvelles applications, il faut penser au règlement. Une autre nouvelle obligation, c'est la tenue d'un registre. Et ça, c'est assez lourd, en fait. Ça implique que auparavant, on devait faire déclaration à l'autorité de contrôle sur tous les différents traitements. Aujourd'hui, il faut nous-mêmes tenir un registre où on liste chacun des traitements. Et il y a une soi-disant exception pour les entreprises de 250 salariés au moins, mais cette exception-là ne s'applique pas aux traitements qui sont pas occasionnels. Or, la plupart des traitements sont pas occasionnels et donc l'exemption, finalement, elle a une portée très limitée. Il faut tenir un registre. Le responsable de traitement tient un registre dans lequel il indique chacun des traitements, les finalités, les pays tiers où c'est transféré, les catégories de destinataires, les délais d'entreposage. Lorsqu'on a également la qualité de sous-traitant, on tient également un registre en qualité de sous-traitant où on a à peu près les mêmes informations. Et juste par rapport à ça, parce que encore là, quand vous négociez des contrats, n'est-ce pas? Peut-être vous avez un contrat actuel avec une entreprise en Europe, et puis disons à l'interne, les gens vont dire ça va, on va renouveler le contrat, it's going to be business as usual. Peut-être à cause de ces obligations additionnelles, notamment de tenue du registre, le renouvellement de votre contrat va prendre plus de temps parce qu'il va y avoir plus de questions qui vont vous être posées. On revenait à la question où même si le responsable du traitement est en Europe et que vous êtes un sous-traitant qui est au Canada, n'est-ce pas? Ils vont peut-être, comme ils le font très souvent, vous obliger contractuellement à avoir un registre de la même manière. Ouais. Alors, si vous savez qu'il y a justement ce renouvellement de contrat ou un nouveau contrat qui vient en Europe bientôt, peut-être de faire le suivi à l'interne, justement pour préparer les gens à ce qui pourrait être demandé pour que justement le renouvellement ou la négociation du contrat puisse se faire plus rondement qu'autrement. Ouais. Voilà. Et pour faire ça, c'est un exemple de registre de la CNIL. La CNIL, c'est l'autorité de contrôle française, c'est un document Excel avec un onglet avec la liste, un onglet ensuite qui décrit chacun des traitements. Donc, notre recommandation pour faire ce registre-là, ce qu'on fait souvent pour des clients, c'est un audit de data mapping, où on envoie des questionnaires dans les différents départements du client, et avec le retour de questionnaire, on est en mesure de remplir le registre. Une autre façon qui est plus simplifiée, c'est que si on est en face d'une entreprise qui se conformait déjà aux obligations déclaratives de demande d'autorisation, on peut, sur la base des déclarations qui ont été faites et des autorisations qui ont été obtenues, reconstituer un registre. La conduite d'analyse d'impact. Donc, c'est une autre obligation qui est faite. Donc, on a dit qu'on n'a plus besoin de demander une autorisation à l'autorité de contrôle, bien qu'en France, la France va mettre quelques exceptions à ça, surtout en matière de santé. Mais la règle générale, c'est qu'on n'a plus besoin de demander une autorisation. En revanche, si on fait un traitement qui a des risques élevés, on a l'obligation de conduire une analyse d'impact afin de voir les mesures qui sont à prendre. Actuellement, la plupart des entreprises au 25 mai seront exemptées dans la mesure où elles auront déjà fait les déclarations qu'il fallait et elles ne vont pas changer leur traitement. Donc, ça s'applique surtout aux nouveaux traitements qui seraient faits par la suite. Donc, quel est le champ d'application de cette nouvelle obligation de conduite d'analyse d'impact? C'est lorsque le traitement envisagé est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes. Les lignes directrices du groupe de l'article 29 disent que
en fait, on est en face d'un risque élevé quand on remplit deux des 9 facteurs suivants, qui sont, que je vous laisse lire plus tard, mais qui sont quand même assez larges. Sauf que par rapport à ça, je m'excuse. Oui. Moi, quand je lis ceci, je vois que les critères, s'il en faut seulement 2, de threshold, le niveau pour avoir une étude d'analyse d'impact est assez bas. Ce qui fait que quand on parle juste de croisement des données ou d'usage innovant, everyone does cross-selling and people are looking to de faire de l'usage innovant. Donc, cette étude d'analyse d'impact, c'est vraiment quelque chose qui peut être applicable dans de nombreux cas. Ouais, voilà. En ligne directrice, vous aurez également plus d'informations sur chacun des points qui sont développés ici. Donc, il faut la faire, cette analyse d'impact, avant le traitement. Il faut éventuellement consulter l'autorité de contrôle si jamais les conclusions de l'analyse d'impact, c'est que elle présenterait des risques élevés si des mesures d'atténuation du risque ne sont pas prises. Donc, consulter sur les mesures d'atténuation adaptées. Il y a également l'obligation de nommer un DPD, délégué à la protection des données, seulement dans certains cas, essentiellement pour les autorités publiques d'une part, et en ce qui concerne les entreprises, il faut que c'est obligatoire lorsque les activités de base de l'entreprise consistent en des opérations de traitement qui exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle de personnes concernées, ou encore un traitement à grande échelle de données sensibles ou de données relatives aux condamnations pénales. Donc, si on est sur du B2B, a priori, on y échappe. Pour la plupart des entreprises, si on exclut le big data. Donc, le DPD, qui est-il? Ça peut être un membre du personnel, ça peut également être une organisation tierce. Il faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêt, parce que, il faut pas que ce soit quelqu'un du general management, de la direction générale. Il faut pas que ce soit une personne qui prend une décision dans la détermination des finalités des moyens de traitement. Parce que là, il serait conflicté parce qu'à la fois, il prend des décisions. Donc, il faut que ce soit une personne qui soit un peu en retrait. Les missions, informer, contrôler, conduire les analyses d'impact, coopérer. Ce qui nous amène aux dispositions contractuelles. Alors, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est quand même important, les dispositions contractuelles. Les contrats avec les sous-traitants. Alors, un responsable de traitement européen qui fait affaire avec un sous-traitant, il a l'obligation de ne faire affaire qu'avec un sous-traitant qui présente des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement. Les garanties possibles. Donc, vous êtes entreprise canadienne, le règlement ne s'applique pas à vous parce que vous ne vendez pas des biens et services dans l'Union européenne. Néanmoins, vous offrez vos services à des entreprises européennes. Les entreprises européennes, elles ont l'obligation de choisir des sous-traitants qui ont mis en place des mesures techniques et organisationnelles pour se conformer. Puis c'est un concept qui existe aussi au Canada, n'est-ce pas? Même si vous étiez au Canada puis vous sous-traitiez, ce concept est très similaire. Donc ça va dans l'harmonisation, je dirais, des lois. Ouais. Et également, comme elles ont une responsabilité qui est engagée, si le traitement que vous effectuez n'est pas conforme, elles ont aussi intérêt, à choisir des sous-traitants qui va les aider à se conformer eux-mêmes. Donc, les contrats avec les sous-traitants, ils doivent être reçus par le contrat. Donc, actuellement, on fait beaucoup d'avenants à des contrats existants. Un avenant qui prend effet au 25 mai, qui contient les obligations obligatoires. Donc, il faut définir l'objet, la durée de traitement, la nature, etc. Et le contrat interdit au sous-traitant d'avoir recours à un autre sous-traitant, sauf autorisation préalable spécifique ou autorisation préalable générale, auquel cas le responsable de traitement doit être informé préalablement du sous-traitant envisagé et il a la possibilité d'émettre des objections. Donc, c'est une manière clé en main d'ajouter l'annexe ou l'avenant dont tu parles pour s'assurer d'être en conformité là, quand on traite avec les sous-traitants. Voilà. Et là, ici, il y a une slide qui dit tout ce que doit contenir les obligations contractuelles dans cet avenant ou annexe. Je passe. Lorsqu'on a des responsables de traitement conjoints,
Il y a également une obligation de contractualiser leur relation pour définir le rôle de chacun. Alors, qu'est-ce que c'est que des responsables de traitement conjoint? C'est lorsqu'ils déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement. Bon, en pratique, c'est assez rare. Un exemple, c'est un site Internet, mais au nom de différentes sociétés du même groupe. Et les grandes lignes de cet accord doivent être mises à la disposition de la personne concernée. Donc, il faut prévoir une petite annexe qui dit voilà ce qu'on met à disposition de la personne concernée. Un autre sujet qu'on parle, qui est pas nouveau en fait, c'est tout ce qui est transfert à l'extérieur de l'Union européenne. Donc, vous savez, le principe général, c'est que les données doivent rester dans l'Union européenne ou dans des pays qui ont reçu une décision d'adéquation de la part de la Commission européenne, comme c'est le cas du Canada, mais seulement pour certains types. Oui, c'est ça, dans le domaine Ouais. privé, pas nécessairement dans le domaine public. Voilà. Puis, simplement, très rapidement, quand la loi et puis le règlement étaient en train d'être étudiés, puis même il y a beaucoup de commentaires dans les journaux spécialisés ou autrement, où le Canada veut absolument trouver le moyen de garder cette adéquation parce que c'est un plus pour éviter d'avoir à signer des contrats additionnels, n'est-ce pas, des contrats types additionnels. Oui. Donc, effectivement, c'est une question importante. Donc, voilà, c'est une autre obligation qu'ont les responsables de traitement et si une entreprise canadienne est responsable de traitement parce qu'elle offre des biens et services là-bas, logiquement, elle a également cette obligation-là si elle-même, elle fait affaire avec des sous-traitants aux États-Unis, par exemple. Donc, elles devront à ce moment-là, a priori, avoir un contrat de transfert de données qui intègre les clauses types approuvées par l'Union européenne. Les mesures de sécurité, on l'a mis, mais c'est pas fondamentalement nouveau. Il faut s'assurer de la sécurité de données. Et voilà, on va finir par la conclusion, parce que là, on a vu les nouvelles obligations avec le règlement sur les responsables de traitement et sous-traitants. Comment on fait pour mettre en œuvre le règlement? Alors, on a juste 2 ou 3 slides ici, et c'est fini. Premièrement, faire un audit, data mapping, pour identifier les traitements, qui a le rôle de responsable de traitement et qui a le rôle de sous-traitant. Et le cas échéant, est-ce qu'on tombe dans le champ d'application territorial au vu de ça? Avec cette information-là, on va pouvoir renseigner le registre. Il faudra, dans les différentes choses à faire, adapter les contrats à notices et formulaires de consentement, le cas échéant, donc les notices d'information qui se retrouvent dans les conditions générales qui peuvent être affichées sur le lieu de travail pour les établissements qui sont en Europe. Formulaire de recueil de consentement en ligne, le cas échéant. Contrat responsable conjoint, contrat avec sous-traitant, en gros morceaux. Si c'est pas déjà fait, normalement ça devrait être déjà fait, tout ce qui est contrat avec destinataire hors espace économique européenne. Et puis mandat donné à un représentant dans l'Union européenne pour représenter un responsable de traitement sous-traitant qui ne serait pas dans l'Union européenne. Adopter des mesures techniques et organisationnelles, en pratique des politiques, donc une politique de protection des données personnelles sur la durée de conservation, pour gérer les demandes d'accès et autres des personnes concernées, politique de notification des violations à qui on s'adresse, politique de tenue d'analyse d'impact et des fois d'autres politiques particulières. Par exemple, en France, par exemple, dès que vous avez plus de 50 salariés, vous avez l'obligation depuis le 1er janvier d'avoir des procédures de recueil de signalement des lanceurs d'alerte. C'est bien balisé avec le nombre de mois que vous pouvez conserver l'information. Vérifier que les mesures de sécurité sont adéquates. Ça, a priori, c'est pas nouveau. Les analyses d'impact, déterminer s'il y a lieu d'en faire, le cas échéant, les réaliser et si c'est nécessaire, consulter l'autorité de contrôle. Vérifier si on a nommé un délégué à la protection des données, le cas échéant qui ça peut être. Et, un peu, en dernier, prendre en compte de toute spécificité des lois du pays considéré. Donc, voilà. Merci beaucoup, Danoé. Comme on vous l'a dit, notre but ici, c'était de faire une vue d'ensemble accélérée. On est très conscient qu'il y a beaucoup d'informations dans
disons, c'est un règlement qui est complexe. Si vous suivez nos médias sociaux, en fait, on donne de l'information périodique sur chacun des points du plan d'action pour vous aider concrètement par rapport à tout ça. Évidemment, si vous avez des questions particulières dans votre situation, ça va nous faire plaisir d'y répondre, que Danoé y réponde. Si vous avez des questions, ça va nous faire grand plaisir. Je vois qu'il y en a déjà une ici. Oui. Donc la question des cookies sur le site web, il y a deux questions. La première, c'est celle du champ d'application. Est-ce qu'on c'est un établissement en Europe? Si c'est au Canada, est-ce que c'est dans ce cadre du suivi ou de l'offre de biens et services à des personnes situées sur le territoire de l'Union? Une fois qu'on ait répondu, oui, on rentre là-dedans. On se pose la deuxième question par rapport aux cookies. Alors, par rapport aux cookies, les règles actuelles en Europe, par exemple, en France, c'est 13 mois maximum, la durée d'expiration. Oui, il faut avoir un consentement opt-in. Et puis la CNIL dit, il faut avoir une bannière. Oui, une bannière, c'est bien ça. Qui s'affiche en bas de la page et qui dit, voilà, vous pouvez aller cliquer ici pour paramétrer vos cookies et avec certains détails, dans quelle mesure est-ce que on peut simplement indiquer comment configurer le navigateur donc ça c'est déjà balisé, ouais. Oui, et puis on a le nouveau règlement l'autre règlement en fait sur communication et vie privée qui pourra, enfin il y a des rumeurs qui pourraient changer beaucoup les choses là-dessus, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Le RG, le nouveau règlement ici là dont on parle, il change pas ça fondamentalement sur le contenu. Ouais. Oui, le règlement s'applique à compter du 25 mai. Mais sur sa question des cookies, disons que le droit antérieur est pas changé véritablement par ce règlement-ci. L'autre règlement dont on a parlé dans les premières diapositives, vie privée et communication, pourrait changer la donne en ce qui concerne les cookies. Oui. La taille des équipes responsables de la mise en œuvre ressemble à quoi? Je dirais qu'elle est proportionnelle à la taille de l'entreprise. Non, je parle pas dans l'entreprise, je parle en Europe. Ceux qui vont voir à l'application de la loi, on parle de combien de personnes? Est-ce que c'est une personne, un bureau de 5 qui va devoir surveiller pour l'ensemble de l'Europe, ou on parle d'armée qui va aller voir toutes les entreprises? Des gens qui font le contrôle, c'est ça? Des autorités? Ce que j'essaie de voir, c'est à quelle vitesse ils vont se rendre au Canada. Ouais, d'accord, oui. Les autorités publiques. Oui, d'accord. C'est vrai qu'actuellement, en France, hormis les GAFA, qui sont à la ligne de mire des autorités, les autorités de contrôle ont plutôt tendance à agir sur la base d'une plainte. Une plainte qui est faite. Et si on est une entreprise low profile, on va, a priori, on va recevoir une notification d'information et on aura la possibilité de remédier à ce qui est remédiable. C'est juste que votre liste est quand même un peu longue d'ici le 25 mai. C'est juste Ouais. de savoir à quelle vitesse on va avoir. Je veux dire, il y a beaucoup d'entreprises qui sont... Absolument, les grandes entreprises ont pris les devants, et disons que les moyennes entreprises sont un peu à la traîne, mais il faut dire aussi que même si le règlement il date de 2016,
on a beaucoup de lignes directrices qui ont été publiées seulement en fin d'année dernière. Donc, voilà. Je pense aussi la première, s'il y a quelque chose, la première étape d'avoir une amende maximale, je pense que la première étape, c'est une notification. Dans la loi actuelle, qui est issue de la directive de 95, l'autorité de contrôle, elle peut mettre en demeure si la mise en demeure, si l'entreprise n'a pas remédié à la situation, à ce moment-là, elle peut infliger, elle, une peine qui était jusqu'à 300 000 euros, portée maintenant, j'ai oublié combien, 3 millions d'euros, et maintenant, ça a augmenté. Donc ça, c'est le même dans le projet de loi français. Donc, il y a un peu la même logique par rapport à les amendes qu'infligerait la CNIL pour la France. Après, à côté de ça, on a quand même la menace de sanctions pénales. Après, pour que un procureur décide d'aller de l'avant, il faudrait quand même que ce soit grave là, en pratique. Puis, je veux dire, au-delà encore de la conformité spécifique, parce que très souvent, notre approche est de dire, bon, qu'est-ce que l'autorité réglementaire va faire? Il y a aussi toute la question contractuelle, n'est-ce pas? Donc, très souvent, indépendamment de ce que l'autorité réglementaire va faire, si dans vos 10 ou 20 plus grands clients, vous en avez une bonne partie qui sont européens, et que dans les contrats que vous avez avec ces clients européens, il y a des sanctions où vous allez perdre le contrat par rapport à ça. Donc, je pense que ça vient augmenter peut-être la priorisation dans votre entreprise. Et puis aussi, ça serait par rapport, je pense, à la sensibilité des données. Si vous aviez à faire une priorisation à l'interne, si ça peut aider un peu, parce que je suis d'accord avec vous que c'est une liste qui est assez longue. Ceci dit, c'est pas tout qui est nouveau. Dans le sens où je pense que dans la majorité des cas, les entreprises vont déjà avoir une base. Et puis, on a quand même une loi au Canada qui n'est pas mauvaise. Donc, c'est peut-être de voir, voici ce qu'on a, puis qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on doit ajouter. Alors, c'est peut-être pas aussi, disons, incroyable ou ça fait pas aussi peur que, une fois qu'on a les documents. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parfait. Alors, je veux vraiment sincèrement vous remercier d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui, de votre attention, de vos nombreuses questions. Danoé, je te remercie aussi au nom de notre bureau de t'être déplacé ici pour cette question qui est très importante. Je vous remercie à tous. Et soyez bien à l'aise si vous avez des questions plus tard. On va faire un suivi avec vous, notamment, comme on vous l'a dit, par rapport à la présentation. Et puis, ça va nous faire plaisir de continuer à discuter de ceci avec vous si vous le voulez. Voilà. Merci.